La construction d'une société est essentielle. Elle doit reposer sur les contributions des hommes et des femmes. Et pour cette émission, et si on en parlait, nous recevons le président de la Fondation Revie, M. Abdou-Salam Ouedraogo, qui, à travers une vision que lui seul, on va dire, a les clés, a pu bâtir autour de lui une société complète. On va dire une société dans laquelle des hommes, des femmes, des jeunes et même des vieilles personnes contribuent à la construction d'une société plus juste, plus prospère. Avec lui, nous allons voir ensemble une vision, la vision BA, rendre ma localité vivable et agréable à travers laquelle des jeunes trouvent leur repère en devenant autonomes pour participer à la construction d'une société plus équilibrée. Monsieur Ouedraogo Abdou-Salam, bonjour et bienvenue sur le plateau de Et si on en parlait. Bonjour, Omar. Alors, nous parlons d'un thème essentiel, on va dire, à un projet de vie que vous avez bâti de bout en bout, la vision BA. À première vue, on va penser à un projet qui va, on va dire, qui va débuter, qui va se dérouler et puis qui va s'arrêter à un certain moment. Mais à y comprendre de plus près, on va dire que la vision va au-delà de cela. Alors concrètement, pour commencer, nous souhaiterions que vous partagiez avec nous déjà votre compréhension de cette vision-là avec nos téléspectateurs. Ok, merci. La vision, c'est vraiment vaste, C'est cela. mais en quelques mots, en termes très, très simples, vision, c'est déjà voir très loin, très, ça. très, très loin C'est cela. dans le temps, dans les années, j'allais même dire dans des siècles. Le siècle, C'est une projection dans un avenir lointain, on va dire à l'infini. à l'infini, on va dire, voilà. Et maintenant, V, ça veut dire vivable, et A, agréable. C'est rendre une localité vivable et agréable. C'est cela. Et si nous arrivions à rendre chaque village vivable et agréable, et nous allons justement, en étendant juste le processus dans l'ensemble du pays, C'est cela. rendre le pays vivable et agréable. Et agréable. Et Voilà. si on va éviter les grandes, on va dire, l'exode des jeunes. L'exode des jeunes, pourquoi? Parce que les villages, je ne dirais pas, ne sont pas vivables, puisqu'il y a des gens qui vivent là, mais on dit même vivotent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'offre socio-économique, surtout pour la jeunesse qui est ambitieuse. Alors, la vision va, c'est ce que je viens de dire, c'est terme à terme, mais c'est avant tout un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir, un savoir-vivre ensemble. Et quand nous parlons de vivre ensemble, alors les localités, il faut les voir comme des communautés, C'est cela. et j'allais dire plus précisément des communautés de vie. Une communauté de vie, c'est un ensemble de personnes. Ils peuvent être des pays différents, de nationalités différentes, de religions, voilà, différents. Mais ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils vivent en un même lieu. C'est une communauté de vie. Alors comment, en fait, cette communauté peut s'organiser à être véritablement autonome, indépendante sur le plan social et économique, sur tous les plans? En fait, c'est ça, tout le travail derrière la vision VA. C'est ce qu'il faut réunir à travers la vision VA. Je voudrais simplement ajouter en disant que la vision VA, c'est aussi mettre des choses en commun. Mais tout est bâti en fait sur l'amour de l'homme, C'est cela. aimer son prochain. C'est cela. Tout est bâti sur ça et nous croyons, avec l'expérience que nous avons eue à déjà pratiquer pour la vision VA jusqu'à aujourd'hui, que tout le monde peut réussir et tout le monde peut être heureux. Pas seulement peut être heureux, mais doit. C'est un droit. C'est cela. Le bonheur, c'est un droit pour tout être humain. Et tout le monde peut contribuer également à ce bonheur. Et tout le monde peut contribuer. Et justement, la vision VA, c'est ça. C'est que chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il a,
sans que cela ne le dépouille. C'est ça, justement. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça permet de créer cet équilibre-là et que les riches continuent à être riches et les pauvres deviennent riches. C'est quelque chose qui est possible. Mais ce que nous voyons actuellement, nous avons quelques minorités qui sont véritablement riches, on a dit des milliardaires, mais la masse croupit. Oui. Alors que c'est possible. La vision va à une tendance à plutôt un impact d'équilibre, permettant à tout le monde d'arriver à ce bien-être-là. Voilà. Alors, on va toujours parler d'équilibre, hein. Quand on regarde votre parcours, on va dire, votre parcours, on va dire, ce n'est pas un déséquilibre en réalité, comme on parle d'équilibre. Quand on regarde votre parcours en tant que technicien, et on vous voit aujourd'hui dans un milieu, on va dire, à la fois agricole, piscicole, on va dire également entrepreneurial. Alors, qu'est-ce qui vous a, pourquoi avoir choisi de vous battre, on va dire, pour cette cause-là et non pas une autre? Quand on va dire une autre, c'est-à-dire dans votre domaine de compétence à la base. Oui, parce que en fait, c'est un domaine prioritaire. C'est vrai que je suis ingénieur de télécommunications, de qualification, voilà, mais euh, en réalité, la priorité ici, c'est véritablement ce qui contribue aux besoins fondamentaux de l'homme. C'est ça qui est priorité. Donc, j'ai préféré m'engager dans ça. J'allais dire qu'il y a une chose qui va jamais passer et qui va jamais se périmer, qui va jamais arriver à un moment où on dit c'est plus d'actualité ou c'est plus en vogue. Vous avez vu, il y a des années où j'allais remonter à 40 ans en arrière, un comptable, c'est quelqu'un qui est aisé. Il est posé. Et tout le monde, en fait, les gens, quand ils orientent les enfants pour ce que c'est la comptabilité. On rêve de devenir comptable. Voilà, on rêve de devenir comptable. Mais c'est dépassé. Oui. Et avec l'IA, ça va être autre chose. On pourrait ne même plus avoir besoin de comptable. Justement. Alors, ensuite, c'est les informaticiens. Et rapidement, c'est venu, bon, moi, je suis télécom, après informatique et tout. Mais il y a 30 ans, dans le passé, quand vous êtes informaticien d'un certain niveau, alors vous êtes recherché. Aujourd'hui, c'est dépassé et bientôt, on va même dépasser. C'est quelques personnes seulement qui vont tout tourner. Alors, bon, bien d'autres métiers, mais tout ce qu'on mange. Alors, tout ce qui est nécessaire au corps, j'appelle ça ce qui est nécessaire au corps humain. Ce qu'on mange, le vêtement, le logement. Ce sont des choses. On va dire les besoins primaires. Primaires. Ce sont des choses qui font que croître. Alors, la demande est forte avec l'explosion démographique. Pour vraiment créer le confort et le bonheur des gens, il faut commencer par c'est là qu'il faut s'investir. Et ça va jamais passer. Voilà. Alors, quand on remarque un peu dans votre vision, vous avez axé vos actions sur les jeunes et les femmes. Alors, quand on prend le contexte au Burkina Faso, qu'est-ce qui vous révolte surtout dans la situation des jeunes et des femmes, surtout au Burkina Faso? C'est surtout le système éducatif. Parce qu'ils sont au cœur de vos actions. Exactement. J'ai dit, c'est d'abord le système éducatif. Voilà. Si nous prenons, il y a eu beaucoup de réformes, il y en a encore en cours, mais en fait, jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est que le colon nous a inculqué, c'est ça qui fonctionne à peu près, en fait, à peu près jusque-là. Mais et le but, c'est quoi? Surtout dans les pays francophones, c'est orienté, créer des chemins simplement. Parce que si vous voyez la masse des jeunes aujourd'hui, je remonte encore, il y a 40, 50 ans, alors on travaille à convaincre les gens d'amener leurs enfants à l'école. Surtout dans les villages, les gens préfèrent ne pas envoyer Alors, mais on arrive à un moment où tout le monde est convaincu qu'il faut envoyer ses enfants à l'école. Alors il y a l'explosion aussi ici. Les universités, en chaque 5 ans, sont doublées d'effectifs. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de diplômés qui déposent les concours sur la fonction publique. Et l'État, je disais toujours, l'État est le meilleur employeur qui prend
autour de 5 000. Cette année 2026, il y a 15 000, 16 000 qui vont prendre. Alors maintenant, les 3 millions et quelques vont aller où? Voilà la question. Donc, et tout le système, en fait, est beaucoup plus théorique, si bien que les diplômés, quand ils sortent, ils n'ont pas de savoir-faire réel qui les permet de gagner leur vie avec ça. Justement. Alors, donc, voilà déjà un volet. Deuxièmement, il y a la population rurale, les jeunes qui montent avec aujourd'hui Internet, ils ont accès aux offres, ils lisent, ils voient ce qui se passe ailleurs. Et eux, dans leur village, ils n'ont aucune offre. Et les jeunes aujourd'hui, tenez-vous bien, font près de 72% de la population burkinabé, ce qui fait 24 millions. C'est énorme. 72%. Alors, quand on prend également aussi les femmes dans les localités, après les jeunes, c'est les femmes, mais comme vous avez posé la question, mais prenez déjà, si on réglait la question justement de chômage, de précarité de ces jeunes-là, ça fait 72% de problèmes résolus au Burkina Faso. Je prends seulement au Burkina Faso. Et si vous prenez les autres pays, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous avons pris cette cible et dans notre étude, nous avons 88% de la population donc nationale qui est concernée. Voilà. Alors, on continue bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous suivez, nous sommes avec M. Abdou-Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revie. Alors, président, quand vous dites rendre les localités vivables et agréables, on y revient, parce que tout à l'heure à l'entame, on a juste abordé la question. Alors, concrètement, une localité vivable et agréable ressemble à quoi? Alors, une localité vivable et agréable est une localité où les populations ne manquent de rien. En un mot, les populations ne manquent de rien. Et ils produisent ce qu'ils consomment, et ils vendent ce qu'ils produisent, ils exportent le supplément pour avoir, n'est-ce pas, des entrées économiques, des devises, j'allais dire, dans leur localité, les permettant d'acheter ce qu'ils ne produisent pas. Ça fait qu'ils arrivent, d'abord, c'est ça, la population ne manque de rien. Ça, c'est un. Ils ont tout localement. Et deuxièmement, zéro chômeur. Tout le monde travaille et tout le monde gagne quelque chose. Alors président, on va aller dans le schéma de ce qu'on a déjà à Ouagadougou. Oui. Nous avons le pôle qui est à Ouagadougou, plus précisément à Baloukli. Et ici en interne, il y a une école primaire, il y a une infirmerie, il y a une boulangerie, il y a un atelier de soudure, il y a une équipe BTP, il y a une huilerie, une unité de transformation agroalimentaire, il y a un restaurant, il y a un pôle administratif, il y en a beaucoup. Voilà, il y a également la pisciculture, l'agriculture, l'énergie hydraulique. Il y a également aussi une autonomie en termes d'électricité, en termes d'eau. Voilà, donc il n'y a pas de raccordement avec l'ONEA ni la SONABEL. En termes de connectivité. En termes de connectivité également. Donc nous sommes dans un modèle, on va dire, où le pôle est à 100% indépendant. Est-ce qu'une localité vivable ressemblerait à cela? Voilà, ressembler à cela, oui. En fait, c'est plus que ça. Nous avons voulu montrer qu'il ne s'agit pas de la théorie. C'est cela. Voilà. Nous avons travaillé en 2 ans, 2015-2017, pour vraiment faire un pilote réduit. Et nous avons étendu en 2021 à ce que vous voyez aujourd'hui et que vous venez de citer. Nous avons voulu prouver simplement que c'est possible. Voilà, tout est là. Tout est là, et les autorités qui sont venues visiter, 50 personnes sont restées dans moins d'1 hectare durant 3 mois sans rien prendre dehors, et il leur a manqué de rien du tout. Et chacun a travaillé pour aboutir dans un système de chaîne de valeur complet, avec des clés de répartition de revenus de la chaîne de valeur sur l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, il suffit de répliquer ce qui est déjà là et qui fonctionne depuis plus de 5 ans sur des villages. C'est simplement ça, il suffit de répliquer. Voilà, nous avons prouvé, nous avons
féconder un, il suffit de le multiplier. Il suffit de le multiplier. Voilà. Alors, Président, curiosité, hein, curiosité oblige. On va dire, on va prendre une filière. On a cité plusieurs filières pour soutien du modèle implanté à Ouaga. Oui. On va prendre une filière, par exemple, dans une localité. Prenons la filière avicole. Mhm. Dans une localité vivable et agréable, combien d'emplois peut générer une seule filière comme la filière avicole, par exemple? Comme la filière avicole, ça dépend de la dimension. Une dimension moyenne, la filière avicole seulement peut donner de l'emploi décent et durable à 100 personnes. À 100 personnes. Oui. Minimum. Minimum. Ça, c'est le minimum. Alors, si je pars simplement d'une filière, d'une capacité, par exemple, de 10 000 têtes, 10 000 hein, têtes, ça veut dire au niveau de la plateforme de couveuse, comme vous avez ça ici, oui. voilà, vous sortez 10 000 poussins chaque 21 jours. Poussins, oui. Et puis ensuite, au moins avec les mortalités 8 000 et quelques ou 9 000 poules, alors il y a la transformation, tout. Alors minimum 100 personnes. Maintenant, on peut aller à 20 000, à 30 000, à 100 000. Donc on peut aller à 1000 personnes, à une chaîne de valeur de 1000 personnes qui n'est pas en fait une industrie appartenant à une personne, mais à une communauté. À une communauté sur un ensemble. Et nous, c'est ça qui est important, ça permet de faire travailler tout le monde. Voilà. Donc pour une seule filière, on peut étendre le nombre de jeunes travailleurs comme on veut. Ouais. Alors qu'à côté, il y a la pisciculture, il y a les autres filières également qui rentrent en ligne de compte. Ouais, exactement. Donc c'est dit qu'implanter dans une localité, on peut dire zéro chômage. Zéro chômage. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Un, dans la communauté, il ne manque de rien du tout. Deux, il y a zéro chômage. Et justement, ce que je voulais ajouter dans ce processus, en fait, c'est tout un processus. C'est dynamique, c'est pas statique. C'est ça. Alors, selon les moyens mis en œuvre, on commence par quelque chose. C'est ça. Voilà. On commence par quelque chose. J'avais parlé de 10 000. Mais pourquoi ne pas commencer à 200? À 200. Et avec parce qu'en fait, c'était un système évolutif et autonome. C'est cela. Parce que c'est les bénéfices, c'est étudier, c'est les bénéfices qui sont réinjectés pour accroître le volume de l'activité. Et atteindre rapidement, le processus, c'est atteindre rapidement ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Et ça permet à la communauté de ne pas tendre la main, de ne pas dépendre de quelqu'un et de pouvoir, avec ces bénéfices, de continuer à croître. Alors, donc, en termes de démarche stratégique, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a deux axes. Il y a deux axes principaux de développement. Alors, il y a le premier axe, c'est l'axe donc de la réalisation, c'est-à-dire la présence. On commence par quelque chose, par ce qu'on a. Justement. Voilà. Et le deuxième axe, c'est ce que j'appelle l'axe horizontal. Alors, maintenant, il y a le deuxième axe qui est l'axe vertical, c'est-à-dire sur chaque filière, on ne fait que monter. On ne fait que monter et augmenter en capacité. C'est-à-dire ceux qui ont commencé à 10 000, alors ils peuvent, au bout de 10 ans, atteindre, je ne sais pas moi, atteindre 100 000. Et ça ne s'arrête pas. Et en fait, ça crée beaucoup, au fur et à mesure, et ça crée donc de nouveaux emplois, de nouvelles possibilités d'emploi. Et ça fait que même avec l'explosion démographique, en fait, le système étant croissant, résorbe toujours les problèmes. Voilà. Ça, c'est un aspect de la partie verticale, l'axe vertical. Un deuxième aspect de l'axe vertical, si dans une localité, nous avons des moyens seulement pour faire l'agriculture, comme vous avez dit, nous commençons seulement par l'agriculture. Mais à un moment donné, on peut voir une possibilité de prendre une partie des revenus de l'agriculture pour commencer par exemple la pisciculture. Et la pisciculture aussi va monter avec ses revenus. Justement. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'axe horizontal, c'est le déploiement des différentes filières. Mais l'axe vertical, c'est que pour chaque filière, alors il y a une croissance donc économique qui est insufflée par le process. Alors, c'est un processus vraiment très bien étudié. Alors, au regard de l'explication que vous donnez, et puis également quand on regarde un peu la situation au niveau du pays, pas seulement au niveau du Burkina, quand on regarde un peu partout, un peu en Afrique, on est tenté de se poser une question. Est-ce que c'est un problème de moyens ou un problème de vision, véritablement? C'est pas un problème de moyens.
notre pays est très riche. Dans tous les cas, actuellement, c'est en train de se voir. C'est en train de se voir, justement. Et nous ne sommes pas les seuls. Les autres pays aussi Oui. sont riches. Je vais vous dire une chose. Le créateur qui a créé cette planète avec des populations de différentes localités n'a pas permis alors qu'une localité, qu'un pays soit pauvre. Tout y est. Voilà. Maintenant, voici le problème. Le problème, c'est d'avoir un manque de vision. La vision. Soit la vision manque, ou on n'a pas intérêt à avoir une vision. Nous, on n'a pas intérêt à avoir une vision. Voilà. Ça pourrait déranger peut-être. Ça pourrait déranger parce que quand on a des visions égocentriques, voilà, centrées sur ses intérêts personnels, C'est cela. bien sûr, on n'a pas intérêt à avoir une vision sur la communauté. La communauté. Voilà. Ou des visions même qui pourraient également peut-être, on va dire, déranger peut-être, on va dire, des intérêts, peut-être de groupes de personnes. Parce que Exactement. l'Afrique, on va dire aujourd'hui, importe beaucoup, Exactement. alors qu'on peut produire sur place. Exactement. En fait, tout ça, c'est dedans. Oui. C'est pour ça que je dis, soit il manque de vision, C'est soit ça. on ne veut même pas une vision On parce veut que pas ça dérange, comme vous le dites. Ça dérange soit en interne ou en externe, ou les deux. Alors, le premier point, c'est vraiment ça. Sans vision. Si nous ne pouvons pas projeter, savoir où on va, voir de façon claire, loin où on va, on n'ira nulle part. Alors, et c'est pourquoi il est clair et il est dit, ceux qui ne planifient pas ont déjà planifié leur échec. Donc, commençons par là. C'est vraiment d'avoir la vision. Alors, après la vision, va venir la stratégie. Et il y en a qui ont la vision, mais ils n'ont pas une stratégie qui permet de réaliser la vision. En troisième position, après la stratégie, il faut la discipline. Voilà les trois éléments clés. Donc, vision, stratégie, discipline. Exactement. Vous voyez, les anglophones, j'aime bien. Ils ont ce concept-là, cette manière de voir, cette mentalité qui regroupe aussi ça. Ils disent simplement dream great. Dream great. Rêver grand. Voilà, rêver grand, ça veut dire. Dream great, go deep, start small. Okay. Dream great, ça c'est la vision. Go deep, ça c'est la stratégie. Start small. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on peut aller de petit. Donc, c'est vraiment ça. Pour répondre vraiment en résumé à la question, c'est pas manque de ressources. C'est pas manque, j'allais dire même, la pauvreté, c'est pas un manque de ressources. Oui. La pauvreté, c'est pas un manque d'argent. La pauvreté, c'est un manque de vision et de stratégie pour réaliser cette vision-là. Voilà. Et maintenant, dès que nous avons la stratégie, il faut quoi? Il faut la discipline. Il y en a, ils ont la vision, on les a étudié la stratégie, mais à la mise en œuvre, ils font du désordre, ils ne respectent pas les chemins. C'est comme, en fait, prenons comme la vision, vous allez à une ville. Oui. Vous êtes là, vous allez à une ville qui se trouve à 400 km, ok? Alors, la ville, c'est votre destination, c'est-à-dire la vision. Maintenant, la route, l'autoroute, le chemin qui permet d'arriver à cette ville-là, ça, c'est la stratégie. Maintenant, la discipline, c'est la manière par laquelle vous allez circuler, fonctionner, avancer. Voilà. Et si vous déviez, si vous quittez la voie, c'est fini. Si vous vous arrêtez, c'est fini. Si vous dormez, c'est fini. Il y a un ensemble de comportements qui vont justement miner la vie. Donc, c'est vraiment ça qui manque. Voilà. Alors, nous continuons cette émission. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission ici, on en parlait. Et nous parlons de la vision bas, une vision qui mérite, on va dire, un combat qui mérite d'être mené par tous, parce qu'il y va, on va dire, de l'indépendance et surtout de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Alors, Président, à vous écouter, on vous pose encore une question. Donc, en résumé, de quoi les jeunes ont véritablement besoin aujourd'hui? Alors, les jeunes ont besoin, je vais utiliser un terme, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, les jeunes ont besoin de réveil. Voilà, d'être réveillés. Parce que y en a qui dorment vraiment. Ils dorment parce que d'abord, ils n'ont pas reçu de bonnes
informations, des bonnes orientations. Et ils ont dessiné leur vie et leur avenir sur des bases, en fait, qui ne mènent nulle part. C'est déjà ça. Alors, maintenant, pour aller en direct, c'est que les jeunes ont besoin. Le réveil, pour moi, ça commence par une prise de conscience que chaque jeune peut réussir. Et les adultes aujourd'hui qui ont réussi, qui sont prospères, les jeunes, chaque jeune peut y arriver. Chaque jeune, sans exception, peut y arriver. La chose, c'est seulement le parcours qu'il faut voir. Parce que chaque être humain est le résultat d'un processus. Justement. Voilà. Et c'est le processus, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Justement. Alors donc, il suffit de changer justement ce processus et tout va changer. Donc, la première étape, les jeunes ont besoin de prendre conscience justement de ça qu'ils peuvent réussir et ils doivent réussir. Voilà. Et ensuite, comment réussir? Il faut aller à cette étape-là. Voilà, comment réussir. Mais dès que la personne a la foi qu'elle peut réussir, alors il faut maintenant l'orienter. Et nous partons du fait que, en observant avec les études qu'on a eu à faire et tout, que chaque personne a des dons et des talents. Voilà, et intrinsèques. C'est pas des choses apprises à l'école. La personne est née avec. Et c'est bien aussi de se connaître, de connaître nos domaines de prédilection, nos domaines, voilà. Et quand on aide, et nous aussi, c'est accompagner les jeunes à se connaître, à connaître les domaines dans lesquels ils vont réussir. Et c'est pourquoi nous avons diversifié donc nos domaines d'action. Et la troisième étape, c'est justement maintenant, une fois que le domaine de réussite donc de la personne est identifié, alors il faut former la personne. Parce qu'il faut se dire une chose, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans aucune qualification, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut aller vers la qualité, c'est ça qui fait la différence. Et pour ça, il faut que l'auteur même soit qualifié. Donc, il faut les former. Et ce n'est pas tout. Parce qu'on voit partout, formation d'une semaine, on donne des kits par-ci, par-là. Vous allez dans tous les domaines, vous avez sur les réseaux sociaux, vous avez sur des gens qui organisent des formations une semaine, en 48 heures, en 72 heures. Les gens payent pour personne. Nous, on a fait une étude, on n'a vu personne qui a fait une formation pratique d'une semaine et qui a réussi dans son activité. Il y a un minimum, c'est un minimum d'un an. C'est un minimum d'un an. Donc, après la formation, il faut passer par un processus d'incubation, de perfectionnement. Et donc, l'étape de la formation, c'est qualifier le jeune lui-même. Alors, l'étape de perfectionnement de l'incubation, c'est amener le jeune à qualifier un produit. Il est capable de sortir un produit de qualité et compétitif sur le marché. C'est à partir de là maintenant que maintenant le jeune peut, s'il a des moyens, peut aller. Vous voyez, je n'ai pas parlé d'argent. Vous avez posé la question, qu'est-ce que les gens... De quoi ils ont véritablement besoin? De quoi ils ont véritablement besoin? Oui. J'aime bien cette question. Parce qu'en fait, cette question perce l'abcès. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes porteurs de projets, tous sont en train de tourner partout. Tout ce qui nous manque, c'est l'argent. On veut des financements. Oui. On veut des financements. On veut des financements. Voici la plus grande erreur. Mais président, l'argent est nécessaire, mais bien avant, il y a un préalable, c'est ça? L'argent est nécessaire. Oui, on peut dire l'argent est nécessaire, mais pas indispensable. Pas indispensable. Donc, mais là, êtes-vous d'avis avec ceux qui disent qu'on peut entreprendre à partir des 0 francs? Yes, je suis d'avis. D'ailleurs, c'est à ça que je vais voir. Donc, je vais résumer d'abord cette partie-là. Okay, comme vous êtes la communication. Alors, les jeunes ont besoin de quoi? D'abord, pas de l'argent. Pas d'argent. Voilà, pas de l'argent. Non, pas de l'argent, pas de l'argent. Je répète encore, pas d'argent, pas d'argent. Alors, et juste par là, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, il faut voir le chef des plus hautes autorités aujourd'hui. On fait l'état des lieux des fonds qui ont accompagné les jeunes. Mais il faut voir combien de milliards, combien de dizaines de milliards ont été financés et qu'il n'y a pas eu de retour. Voilà, parce que, mais ils avaient des projets, ils ont été financés. Mais ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, ça les a créé des problèmes. Combien de jeunes sont dans la même situation? Allez-y au Sephora, à la maison d'entreprise. Combien d'entreprises se créent chaque année?
Mais 5 ans après, combien d'entreprises sont là? Alors que tous ces entreprises qui ont créé là, ils ont eu des financements. Alors, donc, c'est pour vraiment insister, sans pour beaucoup prendre du temps, si vraiment c'est pas, faut pas mettre de l'argent au début. Voilà. Comme je dis, la première étape, c'est déjà la conscience. Hein, la conscience et la foi de réussir, et l'engagement. Deuxièmement, la qualification et aussi le perfectionnement. Et après, maintenant, il faut aller sur la vision. Voilà, faut même pas parler d'argent d'abord, sur la vision, un petit plan d'action, plan d'affaires, petit. On commence petit. Comment on commence petit et comment on grandit, tout le processus. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, au niveau, c'est après ça maintenant que l'argent vient. L'argent vient à la hauteur de ce que la personne va démarrer, mais c'est surtout grandir. Maintenant, dans le même sens, pour que ça soit bien clair et complet, je vais insister sur le fait que c'est pas de l'argent qu'il faut, mais c'est de la valeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons accompagné des jeunes qui sont partis de rien. Parce que vous avez dit, est-ce que c'est possible à 0 francs? J'ai fait une conférence où j'ai réuni des managers, des gestionnaires de très haut niveau pour animer la conférence. Et il y a un d'entre eux qui a parlé clairement de la question, dit que partir de zéro, je ne crois pas. Alors que c'est un manager international, que je ne crois pas. Alors que c'est possible. C'est possible et nous en avons fait. Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Je répète, le processus c'est quoi? La sagesse c'est quoi? Il ne faut pas chercher l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher. Il faut chercher à créer de la valeur. Si vous créez de la valeur, alors les gens vont acheter. L'argent va venir. On crée de l'argent, on ne cherche pas l'argent. Il faut avoir la capacité, la stratégie de créer de l'argent et non de chercher l'argent. L'argent vient de soi-même. L'argent vient de soi-même. De soi-même. Merci. Alors, Président, nous avons beaucoup parlé de jeunes, de femmes, d'autonomisation, de vision. À la Fondation Redire, on met également l'accent sur, on va dire, la ressource locale. On met plus, on va dire, en valeur toute cette ressource-là, qu'elle soit humaine, on va dire, ou encore en matière première. Alors, pourquoi vous insistez surtout, on va dire, sur ces ressources locales-là, quand on sait qu'il y a beaucoup de produits importés également, qui sont également dans nos marchés? Voilà, parce que si j'insiste sur ces ressources-là, comme je viens de dire, c'est la valorisation des ressources locales qui crée la richesse et qui nous conduit à l'indépendance économique. Alors que l'importation, le commerce appauvrit le pays. Parce que l'importation fait quoi? Ceux qui exportent vers nous transforment leurs ressources locales. Et maintenant, nous, on cotise l'argent. Je peux dire ça. Moi, je ne dis pas on achète, mais on cotise l'argent, on les donne. Contre justement ce qu'eux, ils ont sorti de leurs ressources. Et ils reviennent encore. On ne fait que cotiser l'argent et les envoyer. C'est simplement. Donc, ça appauvrit le pays. C'est un processus qui appauvrit le pays. C'est pourquoi il faut arrêter. Par contre, nous avons des ressources. Il faut inverser la tendance. Alors, il faut transformer nos ressources locales en valeur. Et maintenant, cette valeur va être vendue. Et donc, il y aura entrée d'argent. D'abord pour nos propres besoins. Et ensuite, on va exporter ce que nous transportons. Et là, on fait rentrer les devises. C'est ça qui transforme la transformation économique d'un pays. C'est la transformation des ressources naturelles, des ressources locales du pays par les ressources humaines du pays. C'est ça qui transforme économiquement, la transformation économique et sociale, d'autonomisation, ça passe par là. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Alors tout à l'heure, on parlait de vision, vous avez parlé de vision qu'il ne faut pas avoir. Alors quand on sait qu'il y a une minorité qui s'enrichit à travers les importations, donc c'est pas sûr que ce genre de vision-là pourrait être partagé par tous. Alors on continue également cette émission encore. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission ici, on en parlait. Et nous parlons d'une vision qui mérite véritablement d'être soutenue et également qui mérite d'être valorisée par tous où que vous soyez. Alors, Président, nous tirons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous allons parler des obstacles, nous allons parler de vision. Alors, qu'est-ce qui freine concrètement vos actions sur le terrain quand on sait que la vision, elle est vraiment noble, elle est porteuse également d'avenir?
qu'est-ce qui vous freine complètement dans vos actions sur le terrain? Bon, ce qui freine ces actions, vous avez déjà dit une partie. Mais l'autre partie, c'est surtout la compréhension et l'adhésion du plus grand nombre. Parce que les problèmes, les insuffisances dont on parlait en haut, il y en a aussi en bas. Voilà, on voit dans les villages aussi où les gens ont du mal à se mettre ensemble. Il y a certaines rivalités, voilà, compétitions qui sont là. Et ça, c'est des blocages assez sérieux. Il y a des villages où on a fait même des études, des exploitations de forage, et après, nous avons dû arrêter. Il y a des villages où nous avons fait des boulis, et à la dernière minute, nous avons vu parce que les gens, question d'intérêt, hein, c'est ça, hein, voilà. Ça, c'est vraiment, je veux me limiter à ce seul point. Il y a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Soit ils veulent pas, pour certaines raisons, soit ils comprennent pas. Et c'est ça qui bloque, qui est le principal, frein. frein actuellement. Actuellement. Sinon, c'est une vision véritablement qui mérite d'être vraiment, on va dire, acceptée et surtout valorisée, surtout dans nos communautés. Voilà. Alors, au niveau des autorités, est-ce que les autorités aujourd'hui au Burkina Faso, est-ce que les autorités ont compris, on va dire, cette vision-là, et puis est-ce qu'elles sont à vos côtés également? Oui, ont compris, j'allais dire oui. Voilà, et soit à notre côté aussi, j'allais dire oui. Alors, ce qui nous réjouit surtout, en fait, c'est que les plus hautes autorités du pays aujourd'hui ont des initiatives nobles, formidables et parfaitement en harmonie avec la vision que nous étions en train de conduire. Et c'est ça vraiment qui nous renforce. Et justement, j'ai l'habitude de dire en interne ici et à d'autres personnes, aux partenaires, que le moment est propice pour avancer avec de telles visions parce que c'est aussi vraiment la lettre motive d'initiative des plus hautes autorités. Voilà, c'est vraiment le combat du président du Faso aujourd'hui et c'est pourquoi c'est vraiment un environnement favorable. C'est un environnement très favorable. Donc, c'est pas même qu'ils soutiennent ou qu'ils comprennent, c'est même pas là. En fait, eux-mêmes, eux-mêmes, ils sont dans la vision. Eux-mêmes, ils combattent c'est la même cause. Donc, c'est vraiment une harmonie, c'est une synergie qui est là. Nous avons reçu les visites des autorités. Hein. Voilà, nous avons aussi été reçus chez le Premier ministre Kambela, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, nous avons reçu à l'époque, voilà, quand il était Premier ministre. Et il a envoyé tout son staff ici, les chargés de mission, le SG et tout, pour voir en fait le pôle communautaire de développement endogène. Voilà, il y a le ministre de l'Agriculture, le commandant Sombier, qui a fait 2 heures de visite et d'entretien. Il nous a encouragés, nous a soutenus et ensuite il a créé une équipe de réflexion qui a travaillé avec nous pour une collaboration parce que c'est la même cause, c'est les mêmes résultats. Nous apportons sur notre brique à l'initiative du chef de l'État actuellement. Voilà. Merci. Alors, 2015, c'est-à-dire le début, on va dire, de cette fondation jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, les choses ont beaucoup évolué. Alors, comment vous mesurez aujourd'hui, on va dire, le succès de cette vision ou encore, on va dire, l'adhésion des populations à cette vision-là aujourd'hui? L'adhésion, aujourd'hui, nous sommes très, très satisfaits. C'est vrai, c'est une course, c'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de longue haleine. Voilà, donc nous ne sommes pas pressés. Nous allons au rythme des choses. Voilà, et c'est les situations qui gouvernent la manœuvre. Ok. Et de 2015 à aujourd'hui, si je peux vous dire que sur le même site ici de moins d'1 hectare, qui a aujourd'hui tout ce que vous voyez, quelqu'un a fait une évaluation de dire que tout ce que nous avons sur place en termes d'infrastructure et tout, c'est pas moins de 2 milliards CFA. Et nous avons commencé sous des arbres.
en 2015. On n'avait même pas un gars. C'était mon épouse et moi, avec trois jeunes qui s'adhéraient. Donc, on avait commencé tout sous un arbre. En 2016, nous avons pu avoir un forage et nous avons commencé à faire la maïsiculture et ainsi de suite. En 2018, la pisciculture. Et comme je vous ai déjà expliqué, Oui. les deux axes là, l'axe horizontal, c'est la même chose. On a commencé juste un peu et voilà, et tout le reste est en train de venir. Et en termes d'adhésion aujourd'hui, oh, c'est énorme. Au niveau des promoteurs, des acteurs internes, nous avons touché le plafond de 200 personnes. Et sur ce site même là, il y a près de 70 personnes minimum qui travaillent ici en permanence, hein, ça c'est en permanence. Et sans oublier les autres sites, nous avons 5 sites. Également, au niveau des acteurs externes qui sont vraiment impliqués dans l'ensemble du processus, aujourd'hui, on a plus de 1200 personnes qui sont vraiment derrière la vision, sans oublier les partenaires dans les localités, les villageois et tout. Donc, l'adhésion est là et elle va en croissant et nous, ça nous rassure. C'est on va dire, une marche de longue haleine, comme vous l'avez dit. Ouais. Et nous espérons que cette marche-là sera véritablement facilitée au fur et à mesure, avec les différentes communications qui se feront. Voilà. C'est sûr que les populations vont adhérer de plus en plus. Ouais. Et si aujourd'hui, les autorités décident d'implémenter la vision VA dans toutes les localités du Burkina, à quoi ressemblera le Burkina Faso? Le Burkina Faso ressemblera à ce que elles-mêmes, les autorités, ils souhaitent que ça soit. Les autorités actuelles ont affiché, ils ont affiché vraiment ce qu'ils ont à cœur. C'est le développement endogène, l'autorisation des communautés, l'indépendance économique et sociale, et tout, voilà. Et nous, c'est sur ça que nous travaillons depuis. Donc, si vraiment ça allait dans ce sens-là, ben, c'est ce qu'eux-mêmes veulent que le Burkina soit. Le Burkina sera ainsi. Un Burkina meilleur. Un Burkina meilleur, exactement. Et nous en serons aussi heureux, puisque nous vivons pour ça. Merci. Alors, pour la dernière question, alors, qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau? Alors, ce que chacun peut faire, comme on le dit d'habitude, c'est apporter sa brique. Apporter sa brique. Voilà. Alors, chacun, je dis bien, apporter sa brique. Voilà. Parce que votre brique n'est pas ma brique. Justement. Voilà. Chacun apporte ce qu'il a. Et chacun fait ce qu'il peut faire. Et si c'est fait de bon cœur, tout va marcher. Alors, les promoteurs, les villageois, les bénéficiaires, c'est vraiment qui attendent, qui sont dans la précarité, que ça va vraiment avancer les choses dans leur vie. Eux, ils vont travailler. Ce qu'ils peuvent apporter, ils ont les bras, ils peuvent travailler, ils peuvent cultiver, ils peuvent entretenir. Avec la formation, ils peuvent être les promoteurs, les acteurs terrain. Et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Alors maintenant, il y a les parrains qui peuvent, il y a des projets, des micro-projets, des gens qui peuvent mettre leur argent pour accompagner un promoteur et avec un partage de bénéfices. Donc, ceux-là peuvent faire ça et ils y gagnent aussi. Voilà, il y a tous ceux qui ont l'expertise. Voilà, j'allais dire, ceux qui ont des résultats de recherche, ceux qui ont un savoir-faire qui peut se transformer en qualification, en accompagnement. Que ce soit dans le domaine informatique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine agricole, en tout cas dans le domaine technique, et qui peuvent, parce qu'il ne faut pas bricoler, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des experts qui sont là, qui peuvent venir nous accompagner à faire des résultats facilement. Donc eux, c'est déjà leur expérience, leur expertise. On ne leur demande pas de l'argent. Vous voyez, vous avez parlé des autorités, nous avons besoin aussi du soutien, ne serait-ce que le soutien moral, pour en tout cas consolider non seulement l'acquis et puis aussi l'adhésion à ce programme-là. Donc vous voyez, c'est ça que nous attendons et vraiment chacun a sa brique avec dedans pour qu'on puisse aller plus vite. Merci. M. Abdel-Salam Ouedraogo, merci infiniment d'être passé sur le plateau de Et si on en parlait, nous en avons longuement parlé, cette vision, la vision VA, qui mérite véritablement d'être partagée et valorisée par tous. Merci d'être passé sur ce plateau. Et ensemble, nous ferons cette longue marche pour que demain, le Burkina Faso et pourquoi pas toute l'Afrique soit véritablement un havre de paix où chacun aura sa place
où chacun pourra véritablement profiter également de toutes les, on va dire, de toutes les retombées de ce qu'on pourra apporter au monde. Toute l'Afrique. Merci. Merci Omar. Merci Et infiniment. merci à vous tous. Merci, chers téléspectateurs. Comme nous l'avons dit à l'entame, la construction d'une société doit être l'œuvre de tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes, tout le monde ensemble a sa brique à apporter pour la construction d'une société plus juste et plus prospère. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Et si on en parlait.